trois patrons, entre guillemets, trois têtes qui veulent avancer, avoir une place, donc il faut gérer les susceptibilités de chacun. On a démarré en se tapant dessus, concrètement. Il faut surtout apprendre à accepter ce qui marche bien chez nous, ce qui marche moins bien chez nous. C'est tous ces moments compliqués, quand on fait la photo après, on se rend compte que c'est ça qui nous a permis d'avancer, de voir les choses différemment, de recréer et d'avoir de la créativité dans ce qu'on fait. On a nos commerciaux terrain qui parfois se plaignent en disant mais lui il a son manteau, ça fait 10 ans que je le vois avec le même manteau, il faudrait qu'il change parce qu'on a besoin de faire tourner le... Ça c'est la réussite d'avoir un manteau qui tient encore la route après 10 ans. Donc ça les fédère. La mission de l'entreprise aussi, l'envie de créer des choses durables, de faire des choses propres, de faire des choses qui ont du sens, ça les motive beaucoup. Bienvenue dans cet épisode de l'Odyssée des leaders, un podcast vidéo présenté par Dale Carnegie. Une série de vidéos où nous accueillons des entrepreneurs, des dirigeants, des managers qui viennent parler de leur aventure humaine, de comment engager, motiver leurs personnes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Guillon de la société Horsepilot qui va partager son aventure passionnante. Et donc Aurélien, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour David, Aurélien, j'ai 41 ans, 3 enfants. Je suis originaire du Nord où j'ai passé une vingtaine d'années. Parcours scolaire assez classique et à quelques petits rebondissements. Arrêté assez tôt et parti en bateau pour voir d'autres choses. D'accord. 1 an et demi, j'ai bossé sur un bateau. J'ai eu la chance de partir sur un bateau qui faisait le tour du monde et c'était dans un cadre de travail. Donc j'étais embauché pour faire ça, pour faire un peu mon rêve aussi de gamin parce que j'ai toujours rêvé de ça. D'accord. Et puis j'ai rencontré un mec sur ce bateau qui était très entreprenant aussi, qui m'a redonné l'envie de reprendre un parcours scolaire que j'ai repris en rentrant en France, enfin en Espagne en l'occurrence. Je suis reparti 1 an à Barcelone, reprendre une année, et puis je suis revenu à Marseille après, refinir une année en alternance, et toujours dans les bateaux. Donc j'ai rebossé 8 ans dans une boîte de bateaux qui faisait de la location, de la vente de bateaux pendant 8 ans. C'est vraiment ma passion, donc j'ai pu mélanger les études et cette partie-là. D'accord. Et puis c'est à la fin de cette boîte, à la fin de cette aventure, le patron de cette boîte qui était devenu un copain, qui était très entrepreneur aussi, m'avait donné cette envie-là. Et il m'avait donné aussi beaucoup de sécurité. Il a toujours été assez sécurisant. Et le jour où j'ai voulu monter ma boîte, il m'a dit fonce, vas-y, si t'arrives quoi que ce soit, tu reviens chez moi, je t'embauche et voilà, tu seras pas perdu. Donc ça m'a permis de créer un petit peu, ça a aidé en tout cas à créer le projet Horsepilot en 2010. D'accord, donc tu peux, venons-en un peu à ce projet. Donc comment naît l'idée de Horsepilot et puis peut-être nous présenter ce que vous faites aussi. C'est né il y a longtemps parce que je suis cavalier depuis tout petit, donc j'ai toujours été cavalier et j'ai toujours adoré ça, donc j'ai toujours été passionné et j'ai fait pas mal d'autres sports à côté. J'aimais bien, j'étais un peu touche à tout en sport. Mon sport premier était l'équitation et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un gros décalage entre l'équipement qu'on avait dans les autres sports, les sports de glisse, les sports extrêmes, la montagne, la mer, et à cheval où on était assez classique. On avait une veste, on avait le pantalon classique, la cravate pour aller faire du sport en compétition. C'est quand même le seul sport où on vous dit d'aller faire de la compète avec une cravate et une veste. Ouais, c'est vrai. Et donc il y avait toujours un peu ce décalage qui m'étonnait et j'ai toujours eu cette envie en me disant c'est un beau marché, il y a du monde, c'est assez stable. Et puis moi j'aime bien les valeurs qu'il y a à travers ce sport, l'engagement qu'il y a, le côté outdoor, les chevaux. Ok. Ça m'a toujours plu, donc ça c'est parti là. Et donc, à quel moment tu sens vraiment que ça bascule et tu dis go, on y va? Et puis tu peux nous raconter ces premiers moments là C'était beaucoup des rencontres. J'ai un ami à moi qui a monté une marque dans la glisse 3 ans avant nous. Et puis je l'ai vu un petit peu de loin faire ce projet-là qui m'a passionné. Je l'ai suivi de loin. C'est moi mon univers, la partie montagne. J'ai suivi un petit peu de loin, puis je lui ai demandé de me présenter un peu ses contacts, de voir comment ça fonctionnait. Et puis, on a vu qu'il y avait un créneau, qu'il n'y avait pas de vêtements vraiment techniques pour l'équitation. On s'est dit, il y a un créneau, on a fait une petite étude de marché, on a cherché un petit peu par nous-mêmes, on a regardé un petit peu ce qui se faisait. Et puis, j'avais un ami d'enfance qui partageait un peu les mêmes envies, les mêmes valeurs que moi, qui m'a rejoint
tout de suite et on a démarré ça. Lui, il a trouvé le nom, moi j'ai fait le logo avec mon frère. Enfin, c'était vraiment une histoire de famille et on a cherché ça. Et quand vous vous lancez, vous avez déjà la big picture de savoir, oui, on veut vraiment lancer quelque chose, une marque, etc. Ou vous y allez ouais, oui. Avec le recul, maintenant, oui, on dirait que ça en rajoute un peu dans l'ego de dire ça, mais quand on fait la photo du démarrage et d'aujourd'hui, la marque, elle raconte la même chose. Elle a les mêmes valeurs, le même ADN depuis le début. D'accord. Et on a démarré avec rien. On a mis, concrètement, on a mis 3 000 € chacun. On a fait un prêt relais avec la banque. On a un prêt BPI qui nous a aidés. Donc, on n'a pas démarré avec grand-chose. Ouais. Mais quand je revois les PowerPoint du début et puis les fichiers Excel, à l'époque, quand on démarre son fichier Excel, on est sur la formule et on se dit, bon, si jamais je suis là-bas dans quelques années, c'est une bonne nouvelle. Et on a réussi à peu près à suivre ce fil-là et on a gardé ce fil conducteur qu'on s'était donné. Ouais. Alors peut-être tu peux nous partager, parce que tu dis nous souvent, et donc c'est une aventure en fait où vous êtes trois cofondateurs. Tu peux nous parler un peu de comment il y a cette étincelle et comment à trois ça se passe, une création, et peut-être aussi la gouvernance un peu à trois, comment vous prenez vos décisions. C'est pas simple. Concrètement, c'est pas toujours simple. À trois, ça fait trois patrons, entre guillemets, trois têtes qui veulent avancer, avoir une place. Donc, il faut gérer les susceptibilités de chacun, le fonctionnement. Il faut apprendre à gérer ce qui fonctionne bien chez l'un, ce qui fonctionne moins chez l'autre. Et puis, il faut surtout apprendre à accepter ce qui marche bien chez nous, ce qui marche moins bien chez nous. Donc, c'est un boulot quotidien où on passe du temps. Comment vous avez fait ça? Comment ça Alors nous, on a démarré en se tapant dessus, concrètement. On n'était pas d'accord, c'était toujours celui qui argumentait le plus. Et puis avec le temps, on a eu des équipes qui sont arrivées au milieu de ça, donc on a dû professionnaliser un peu ça. Donc on s'est fait coacher tous les trois individuellement, on s'est fait coacher à trois aussi. D'accord. Pour essayer de mettre de la communication, de l'écoute et essayer de comprendre ce qui marche bien chez l'un ou chez l'autre. D'accord, et ça s'est manifesté, donc tu parles de l'écoute par exemple, c'est quoi c'est manifesté comment pour vous? Ça a apaisé les réunions, les décisions? Ouais, apaiser les réunions. On a eu une formation que j'avais adorée qui s'appelait l'écoute active, qu'on avait fait il y a quelques temps, où il nous avait expliqué, j'avais trouvé ça brillant, il nous a dit juste, vous venez et vous vous taisez. Votre but, c'est de vous taire et d'écouter ce que l'autre raconte et d'essayer de comprendre, reformuler si vous voulez, mais ça s'arrête là, vous ne coupez pas, vous n'intervenez pas, vous vous taisez. Et c'était assez simple en fait, il fallait juste se taire et ça marche très bien. D'accord. Et aujourd'hui, ça vous accompagne un peu? Aujourd'hui, ça nous accompagne, oui. Alors, on a du mal à se taire tout le temps. De temps en temps, on a envie de... Et puis, on ne peut pas se taire tout le temps non plus, mais il y a des moments où on a appris à s'écouter et à se dire, bon, s'il me dit un truc et que je vois qu'il n'est pas bien, il me raconte ça, c'est qu'il faut creuser parce qu'il ne va pas juste le fermer, le mettre sous le tapis et plus en parler. D'accord. Il y a un point, quand on a discuté ensemble pour préparer ce podcast, tu m'as... quelque chose qui est tout de suite venu assez fort. Tu m'as parlé de la gestion de l'échec, et en fait quelque chose qui pour toi est peut-être un peu sous-valorisé en France, si on avec les clichés où on se dit oui, aux États-Unis, finalement échoué. Tu peux partager un peu pourquoi c'est important pour toi cette notion de l'échec fait partie du parcours d'un entrepreneur, quoi. Et oui. Enfin, nous c'est plus l'expérience de ces 14 ans de Horse Pilote. Alors pro et perso, et tout est lié quand même. Mais toutes les phases où il y a eu des moments durs, toutes les phases où il y a eu des échecs, toutes les fois où on a eu, il y en a eu plein, il n'y a eu que des rebondissements, des moments qui marchent bien, mais il y a beaucoup de moments qui marchent moins bien, où on est dans le dur, où on a des vols, on a eu des des moments financiers très compliqués. Des vols de marchandises. On a eu un vol de marchandises, on venait de lancer la boîte, ça faisait 1 an et demi, c'était la première cargaison qu'on avait, qui était arrivée dans l'entrepôt, donc on regardait ça comme... et on s'était fait voler l'entrepôt, vidé, complet, il ne restait plus rien. Donc là, on était... on ne peut pas livrer, on peut pas... Donc on s'est dit, bon, la marque s'arrête, qu'est-ce qu'on en fait? Vous êtes allé jusqu'à ce point-là dessus. Non, et puis financièrement, en fait, à un moment, les assurances vous disent, oui, mais alors c'est assuré si on passe par la porte de devant, mais pas celle de derrière, qui n'était pas fermée. Ou mal, enfin bon, bref, c'était compliqué. Et comment vous en êtes mais enfin, tous ces moments compliqués, quand on fait la photo après, on se rend compte que c'est ça qui nous a permis d'avancer, de voir les choses différemment, de recréer et d'avoir de la créativité dans ce qu'on fait. D'accord. Et d'amener des choses qui nous font évoluer, qui nous secouent et qui nous remettent en question. Et que les moments qui marchent bien, les moments d'euphorie où c'est cool et c'est super, c'est très bien, on en profite, mais il en sort moins de choses en tout cas. D'accord. Donc je ne fais pas la publicité de l'échec, le but c'est pas de dire plantez-vous, mais ça fait partie vraiment du truc. Et puis il faut s'y préparer en tant qu'entrepreneur, ça fait partie du parcours. Ça fait plus que partie du parcours, oui. Ok, si on revient à la marque, quelque chose qui est particulier pour une marque, c'est que vous devez construire une identité. Tu peux nous parler un peu de l'ADN et comment ça vous porte aujourd'hui, cette vision de la marque? Tu peux nous dire qui porte toute l'équipe, qui porte les fournisseurs, c'est vraiment
la marque qui fait que les gens avancent autour de ça, et c'est notre valeur refuge pour nous. C'est vraiment on est derrière cette marque et on pousse cette marque comme une personne quasiment. D'accord. Alors cet ADN, tu peux en quelques Cet mots ADN, partager? alors ce qui est cool, c'est que c'est le même depuis le début. C'est qu'on a démarré, on a voulu innover et amener de la technologie et de la performance au service du cavalier, en fait, pour pratiquer son sport d'une meilleure façon. On se dépasse mieux quand on est bien équipé, quand on n'est pas en train de penser à une gêne ou autre, et donc on est plus à l'aise dans son sport, et pour être à 200%, on a besoin de bons matos et de bon équipement. Donc on a démarré là-dessus avec de l'innovation en priorité, toujours avec une forte démarche aussi écologique dans le développement des produits. Dès le début, on a beaucoup bossé sur cette partie éthique de la production. D'accord. Et toujours très, très technique, focus vraiment sur le bénéfice conso. On est tous cavaliers, et l'objectif, ça a toujours été de créer de la technologie ou de l'innovation pour résoudre un problème, pas juste pour en mettre plein la vue, ou pas pour avoir une poche en carbone parce que c'est cool de mettre du carbone, mais parce que en fait, la poche, quand on est à cheval, on a ses rênes dans la main, on a besoin de l'ouvrir facilement, on a une poche aimantée qui s'ouvre sans main, c'est plus pratique. Quand on a les mains à cheval, on a le petit détail qui fait qu'on n'est pas gêné au niveau des pouces. C'est vraiment du détail, mais en fait, au quotidien, quand vous êtes à cheval toute la journée, que vous faites soit votre métier, soit beaucoup de compétition, c'est vraiment des choses qui sont importantes. D'accord, donc grosse part à l'innovation, mais pas de l'innovation gratuite, c'est vraiment au service du cavalier. Exactement. Et la partie éco-responsable, parce que bon, ça paraît être un sujet un peu aujourd'hui très très d'actualité. Bon, là, on parle quand même d'une marque 2010, l'aventure 2009, même l'entreprise qui commence. Tu peux nous partager de ce que ça veut dire pour quelqu'un qui vraiment met l'éco-responsabilité au centre, voilà, des anecdotes, des choses qui fait qu'à un moment donné, oui, la priorité, c'est de faire attention à ce qu'on fait et pas de servir un résultat financier ou tout autre. Voilà, il y a cette vraie gestion, je trouve, chez Horsepilot. Donc, tu peux un peu nous expliquer comment ça se traduit chez vous, l'éco-responsabilité? Financier quand même, parce qu'il faut que ça soit rentable, tout ça, sinon ça s'arrête. Donc il y a quand même des équations pour que ça avance. Mais il y a toujours eu cette envie de créer des choses durables. Après, si on veut être transparent, si on voulait moins polluer, il faudrait consommer moins, produire moins. Bien sûr. Et une marque de vêtements, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Par contre, là où on a un rôle à jouer, c'est de pousser de la consommation inverse, de faire que les gens consomment moins et gardent leurs vêtements plus longtemps, donc de faire des choses durables, qui soient réparables, qui puissent avoir une seconde vie, qui soient dans des matériaux qui ont été pensés pour être changés. Vous cassez les zips, ce qui arrive souvent, vous avez pensé à pouvoir démonter votre zip, le changer facilement. Votre veste, elle est réparable. Le pantalon, on peut rapiécer certaines choses, on peut le faire durer. Ouais, ça carrément, vous avez un atelier, quoi. On peut envoyer on a un atelier, on a une équipe qui fait ça, qui est dédiée au service pour faire durer les produits le plus longtemps possible. On a toute une partie de vente d'occasion. On a un site qui vend les produits d'occasion. On a 6000 produits référencés entre notre site, les sites de Vinted, du Bon Coin, tous ces sites de vente de seconde main. On a beaucoup de produits qui en plus tiennent la cote dans le temps. Donc c'est assez valorisant de voir ça. On a nos commerciaux terrain qui parfois se plaignent en disant mais lui il a son manteau, ça fait 10 ans que je le vois avec le même manteau, il faudrait qu'il change parce qu'on a besoin de faire tourner mais c'est le fond de ce qu'on veut faire. C'est que ce mec il a depuis 10 ans il a ce manteau là. Ça c'est la réussite d'avoir un manteau qui tient encore la route après 10 ans. Ouais, exactement. Donc l'anti-obsolescence programmée. Exactement. Qui sert effectivement à l'économie, mais qui nous aide pas, quoi. Qui nous aide pas. Et bon, alors, au-delà de tout ça, il faut aussi produire proprement. Donc, il y a toute des sélections de matières, ce genre de choses aussi, les usines, on fait attention à toute cette partie-là en amont. Mais pour moi, l'aval, il est très important. Vous arrivez à faire durer plus longtemps les vêtements. Vous occupez de la grosse partie de l'iceberg dans la durabilité. Et puis aussi, on a parlé, donc il y a la partie produit, puis tu as poussé le concept. Là, en ce moment, tu es en train de faire une certification, la certification B Corp, qui est l'autre volet, parce qu'il y a éco-responsable pour l'environnement, mais là, c'est carrément prendre soin aussi de l'entreprise et des employés. Donc, tu peux un peu expliquer ce label et pourquoi vous le mettez en place. Le portez. On a toujours été on a toujours eu cette démarche, cette envie de faire quelque chose de propre, ou en tout cas que l'entreprise crée de la valeur, mais crée aussi une valeur qui serve à créer des choses qui ont du sens quand même, parce qu'on s'est dit, déjà pour nous, ça nous fait plaisir, enfin en tout cas ça nous donne envie, c'est ça qui nous anime. Les équipes, ça n'a rien à voir quand vous parlez à une équipe à qui vous donnez du sens et qui a une mission avec la boîte, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas en avoir. Donc ça change tout l'entrain des équipes. Et donc ça pouvait être décousu un petit peu, on intervenait sur certaines choses, d'autres, et donc ça faisait pas mal de choses décousues, et B Corp a mis beaucoup de sens en fait, ça a mis un cadre, ça a mis un sens à ce qu'on pouvait faire, aux démarches, on s'est vraiment retrouvé dans ce qu'il racontait. Parce que justement, il y a une vraie dimension environnementale, il y a une vraie dimension durabilité, et il y a une dimension sociale, économique qui est prise. Ils prennent l'entreprise comme
une entreprise qui est là pour faire de l'argent, parce que sans ça, ça marche pas, C'est ça. mais qui a une vocation à essayer d'améliorer les choses dans sa globalité. Donc, que ce soit les équipes, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit dans les statuts. Ils interviennent dans les statuts en disant Carrément, ouais. si vous êtes une entreprise à mission et vous voulez créer des choses positives, on va l'écrire et on va le mettre dans les statuts pour que demain, si vous vendiez votre boîte, on ne puisse pas changer ce socle qui fait partie de la boîte. Ok. Et ça, c'est en train d'être mis en place. Ça, c'est en place. En fait, vous présentez un dossier pour Bicorp avec un nombre de points à atteindre. Et donc, une fois que vous envoyez ce dossier à Bicorp, vous avez entre 1 et 2 ans pour être labellisé, avancé. Donc, on est dans ce processus-là avec eux. On va voir si tout fonctionne bien et si on arrive à être labellisé, mais c'est vraiment l'objectif. Puis, au-delà de ce label, ça a regroupé les équipes autour de cet objectif qui a mis une stratégie un petit peu à tout ça. Okay. Il y a une dimension du coup qui est associée à Bicorp. Tu as parlé du social, de faire attention aux employés. Comment ça marche pour toi? Donc, petite structure, une trentaine, je pense, d'employés sur 3 sites. Ouais. Tu peux nous parler un peu de comment vous fédérez, comment vous tenez les gens motivés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un ciment, que tout le monde adhère au projet? Est-ce que c'est l'influence des managers? Il y a une culture qui s'est créée? Est-ce que vous avez formalisé des choses sur ces sujets-là? Alors bon, déjà, on a un avantage, c'est qu'on est dans un sport de passion et on a beaucoup de gens qui sont cavaliers. On a peut-être 90% des gens qui sont cavaliers chez nous, donc qui sont déjà très enthousiastes dans ce milieu-là. Et je pense que le gros moteur, c'est le discours de la marque. C'est ce qu'on raconte, c'est le fait d'avoir envie d'innover, d'amener des solutions techniques pour qu'on soit mieux, que ça soit plus pratique. Et ça se voit concrètement. Vous mettez les vêtements, vous voyez que ça a été bien pensé, ça a été pensé par des gens qui montent à cheval. Toute l'équipe teste, c'est les premiers testeurs, c'est les produits. Donc ça les fédère. La mission de l'entreprise aussi, l'envie de créer des choses durables, de faire des choses propres, de faire des choses qui ont du sens, ça les motive beaucoup. Et voilà, je pense qu'après, on les laisse pas mal faire. Vu qu'ils sont très, très motivés, très passionnés, en fait, ils adorent ce qu'ils font, beaucoup. On a souvent des gens de l'extérieur, on fait beaucoup d'événementiels ou de salons. On a souvent des magasins ou d'autres boîtes qui sont autour de nous qui nous disent, bon, c'est pas qui est le patron chez vous parce que tout le monde est à fond. C'est ça. Et donc ça, c'est hyper valorisant en fait d'avoir le voisin qui... Donc ils se sentent responsabilisés et pour le coup, du coup, ils y vont. Exactement. De se faire engueuler par ses salariés parce que vous n'avez pas bien fait ce qu'il fallait. Ah ouais, ils vous disent non, mais je vais le faire, tu vas voir, c'est mieux. Et puis tu m'as parlé aussi, vous êtes sans compromis sur les produits, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous testez le produit, ça marche pas, le scratch n'est pas au bon endroit. On a eu cette culture-là depuis le début, on est très exigeant sur les produits et ça s'est transmis en fait à l'équipe. Et l'équipe aujourd'hui, c'est les premiers à nous mettre une tête comme ça parfois, en nous disant non mais alors ça c'est mal pensé, il faut faire ça comme ça, il faut tout revoir, c'est n'importe quoi. On va refaire ça. Et ils sont passionnés d'en renvoyer des critiques sur les produits. Alors on peut pas toujours tout faire et puis chacun a ses idées et tout, mais c'est un gros vivier d'idées pour nous. Et de remise en question des produits. Donc une vraie confiance entre l'équipe de management et le reste qui fait que vous dites les choses. Il y a l'écoute. Ça c'est sans compromis chez nous. Le ton monte de temps en temps, c'est ça, mais on se dit les choses. Ouais. Ok. Peut-être un autre sujet, on a discuté de 2023. Ça a été apparemment, donc on a parlé un peu des échecs et des difficultés plutôt que d'échecs. Et là, je ne pense pas que ce soit une histoire d'échecs, mais l'année 2023 était un peu plus compliquée que les autres, parce que je rappelle quand même que vous avez fait une croissance habituée à presque 40% de croissance annuelle pendant plusieurs années. Tu peux peut-être en dire quelques mots. Puis 2023, ça ne s'est pas passé complètement comme prévu. Tu peux un peu partager, en tant qu'entrepreneur, que responsable de salariés, etc., comment ça vous a touché à titre... Oui, 2023, on a eu globalement une trajectoire, on va dire... Quand on la regarde, on semble assez linéaire, avec une très belle croissance. Quand on est dedans, c'est pas du tout linéaire. Mais quand on regarde sur le papier, c'est à peu près linéaire. Il y a une très belle croissance jusqu'à, on va dire, jusqu'au Covid. Sortie Covid, ça a changé un peu la donne quand même. Et on a toujours prévu cette croissance. Et ça aussi qui est difficile, c'est quand vous prévoyez de la croissance sur des petites boîtes qui ont besoin de cash, il faut la financer, cette croissance. Et quand vous la financez, que vous mettez le stock, vous mettez les équipes, et puis qu'elle n'est pas là, là, ça se corse. Et ça a été le cas en 2023. Fin 2022, puis toute l'année 2023. Et là, ça s'est tendu. Je crois que c'était l'année la plus compliquée qu'on ait eu à vivre. On en sort tout juste, donc tu peux en parler. Je continue à toucher du bois et à croiser les doigts pour que les choses évoluent. On a fait plein de choses aussi, et on parlait de l'échec tout à l'heure. On s'est remis en question sur plein de sujets, on a changé beaucoup de choses et on essaie d'avancer, mais ça a été très, très compliqué, que ce soit humainement, il fallait tenir la croissance, que ce soit financièrement. Donc, délicat à porter aussi tous les jours, parce qu'il y a plein de croix à faire, des budgets à couper, des équipes qui ont bossé sur des projets qu'on arrête, des réflexions d'économie, des équipes qu'on ne renouvelle pas.
pour se mettre en sécurité et pas mettre le reste de l'équipe en danger. Ok. Donc là, ça reprend des couleurs et tout le monde repart dans une dynamique sympa. Donc ça remet un coup d'énergie à tout le monde et on a l'impression de reprendre un vent de frais. Mais il y a quand même quelques nuits compliquées. Ouais, quelques Et nuits. justement, la confiance dont tu parlais, quel niveau de transparence vous avez avec les employés? Bon, peut-être pas toute transparence, mais est-ce que ça aide aussi à les faire passer ces phases et à comprendre vos décisions ou... Ouais, c'est assez transparent. Je pense qu'on partage ça. De toute façon, on ne peut pas ne pas être transparent parce qu'on coupe certains budgets, on ne renouvelle pas des équipes. Si on veut avoir des gens investis qui sont passionnés et qui font ça aussi comme si c'était chez eux, ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Donc on est assez transparent sur ce qui se passe. Pas tout, parce que voilà, quand c'est tendu, vous avez les équipes qui sont stressées, voilà, pour qui ça peut être compliqué. Vous ne dormez pas. Donc quand vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas passer ça à votre voisin qui bosse pour vous et puis qui lui rentre le soir chez lui et ce n'est pas sa boîte. Donc ça reste chacun ses problèmes, entre guillemets. Donc on le partage, mais il y a jusqu'à une certaine limite. Ok, wow, ça doit être effectivement très stressant et des périodes où la résilience développée auparavant aide à faire passer. Et puis les associés, ça aide. D'être 3, c'est pas mal pour ces moments compliqués. Ok, et puis une petite tradition dans ce podcast qui démarre et qu'on établit, c'est on a un héritage chez Dale Carnegie qui est un ouvrage, un best-seller mondial et qui nous porte et qui a des valeurs qui, malgré qu'elles datent depuis plus de 100 ans, restent universelles et d'actualité. Donc on s'est proposé, on propose à nos invités de les regarder, de se plonger dedans. Donc il y en a une trentaine de principes sur les relations humaines, comment améliorer ses relations humaines, comment influencer les gens. Et voilà, je te propose de peut-être partager quand tu as lu ce livret, donc le petit livret qui parle de ces 30 principes. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs? Qu'est-ce qui est venu pour toi quand tu as lu ce... Il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'aime bien, qui me parle et puis qui parle dans l'expérience que j'ai pu avoir dans l'entreprise, c'est susciter un vif désir de faire ce que vous proposez. Ok. Et j'aime bien le mot désir là-dedans, parce que je trouve que c'est le moteur de ce qu'on peut faire. Si vous avez envie, si vous avez le désir, en fait, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas le temps qu'on y passe, on ne compte pas l'intention et la concentration qu'on arrive à mettre. Et je trouve ça hyper efficace, ce côté énergie positive de ce qu'on fait. Et donc de réussir à emmener des gens ou à partager une passion ou une envie et à le communiquer ou à le transmettre ou que ça se nourrisse des deux côtés, je trouve que c'est très moteur. Donc, et la conséquence, une fois que tu arrives à faire ça, pour toi, c'est quoi par rapport à eux? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à faire ça? C'est qu'ils viennent bosser en ayant l'impression de ne pas travailler, en fait. C'est qu'ils se marrent quand ils viennent. Et on a aussi du turnover chez nous. On a des gens qui viennent et qui à un moment, se posent des questions ou autres. On est les premiers à les pousser, à dire mais bougez, faites autre chose, éclatez-vous, allez voir ailleurs. Puis après, revenez. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Ah ouais, on a eu mais le but, quand même, c'est de s'éclater. On passe 70% de son boulot, de son temps au travail. Il faut que ça soit 70% bien. Ok, donc ça adresse vraiment ce problème de motivation et d'engagement qui, du coup, ne devient plus qui est moins un sujet. Moins un sujet. Il faut freiner, parfois, ça c'est bien. Moins d'entrain, calmez-vous, on va faire tout ça, mais par étapes. Bon, écoute, Aurélien, franchement, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Moi, j'ai découvert Horsepilot, qui pourtant est très proche, à la Ciotat, et vraiment cette passion que tu transmets m'a vraiment inspiré de me dire oui, il y a vraiment des gens qui y vont, qui sont engagés, et la partie éco-responsabilité, franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas le greenwashing dont on entend parler, non, ça a l'air d'être vraiment vécu. Et vraiment, merci de venir partager. J'espère que ça inspirera des personnes qui peut-être hésitent à se lancer. Donc oui, il y aura des hauts et des bas, mais ça vaut l'aventure, ça vaut le coup. Ouais. C'est ça, super. Et bien voilà. Merci beaucoup, merci de votre attention pour cet épisode de l'Odyssée des leaders. Ce partage d'Aurélien sur une société vraiment qui a connu la croissance, qui a connu des résistances, mais qui est vraiment dédiée et engagée à l'univers des cavaliers. Et voilà, merci beaucoup et à bientôt dans l'Odyssée des leaders.